en tout cas, dévoiler la parution de notre guide sur le partenariat. Un partenariat un peu particulier qui était à la fois un partenariat de recherche et d'action qui unissait des chercheurs des milieux universitaires au milieu de pratique. Donc, je vais vous faire un petit peu, ça fait un petit peu la petite histoire de Tragévie. Pour ceux qui nous connaissent et puis qui nous ont suivis dans nos tribulations, ou puis ceux aussi qui ne nous connaissent pas, mais qui vont maintenant en connaître un petit peu plus de Tragévie. Tragévie, ça a été une expérience de recherche et d'action en partenariat qui s'est étalée sur une période de 10 ans. Donc, en 2012, on faisait la demande de financement. En 2013, on recevait la bonne nouvelle qu'on avait du financement. C'est un financement CRSH. Le CRSH, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et c'est un des plus gros financements qu'on a réussi à avoir du CRSH, qui est dans le volet partenariat. Donc, c'était la deuxième fois que ces subventions-là étaient données, la deuxième année que ces subventions-là étaient données. Puis en tout cas, on était particulièrement heureux d'obtenir cette subvention-là pour deux raisons. Parce que c'était la première fois que le CRSH donnait des subventions vraiment substantielles sur une longue période de temps pour financer un projet en sciences humaines. On avait ce type de financement-là pour la santé, pour les sciences, mais en sciences humaines, on était toujours le parent pauvre, puis on n'avait pas de ces grands programmes-là, donc c'était un grand programme. On était en 2012. Il y avait eu un petit creux, je pense, à ce moment-là, en tout cas chez les chercheurs, puis dans les productions scientifiques, puis tout ça, autour de violence conjugale. Là, je me disais, est-ce que violence conjugale est encore un thème à la mode? Est-ce qu'on va réussir à faire reconnaître que ça vaut la peine de continuer à travailler sur la violence conjugale? Et le fait d'avoir le financement, ça m'a conforté dans l'idée que c'était encore d'actualité et qu'on reconnaissait surtout l'importance de cette problématique-là. On reconnaissait aussi la façon dont on voulait le concevoir. Donc, on a toujours travaillé dans une optique de recherche appliquée, ce qui n'est pas toujours évident dans les financements des grands organismes subventionnaires, de faire reconnaître cette recherche appliquée. Et on travaillait aussi dans une perspective féministe intersectionnelle. Donc là aussi, quand on passe dans les comités, il y a toujours un petit frisson. Donc, tout ça a passé, on était très heureux. Donc, en 2013, on lançait ce gros bateau qui était Tragévie. Donc, tu peux peut-être changer de... Et voilà, j'attends. Donc, Ça peut Tragévie, changer peut-être de... juste vous dire. Je vais tout de suite le dire parce que je l'ai dit pendant tellement d'années que je le sais par cœur. Donc, qu'est-ce qui était Tragévie? Donc, Tragévie, je l'ai Marima, dit, oui? peux-tu juste... là, est-ce que ça a changé de slide? Parce que je Non, pense qu'il y a quelque chose... OK, c'est ça. Il y a quelque chose. Je vais arrêter de je partager, vais puis je vais partager puis tu vas revenir. recommencer. OK. Mais je peux quand même vous dire que Tragévie, qu'est-ce que ça voulait dire Tragévie? Bien, Tragévie, ça résumait ceci. Donc, c'était un projet de recherche et d'action. Euh, donc, puis ça voulait dire trajectoire de vie, de violence, de recherche d'aide et de recours aux services des femmes victimes de violences conjugales en contexte de vulnérabilité. Donc, c'était un partenariat de recherche d'action sur les violences faites aux filles et aux femmes. Au tout début, on était vraiment axé violence conjugale, mais on a vu au fil du temps qu'on a un petit peu élargi nos horizons tout en gardant au cœur de notre problématique la violence conjugale, mais en s'inscrivant, en élargissant aussi, parce qu'on s'est dit, oui, mais violence conjugale, ça recoupe toute une série d'affaires, ça provoque aussi éventuellement des violences systémiques que les femmes vont être appelées à vivre dans la recherche d'aide et de services. Donc, on a élargi un petit peu à violence faite aux filles et aux femmes dans les travaux de recherche qu'on a menés. Donc, voilà. Donc, c'est une aventure qui a duré 10 ans, qui a été financée par le CRSH. Et donc, là, on est un petit peu trop avancé. Je recule. Il manque des... Attends, on avait ça au début. En tout cas, oui, c'est ça, on est là. Donc,
OK. Celle-là. Donc, l'objectif principal, c'était donc de réaliser dans un partenariat étroit avec les milieux de pratique des recherches qui mèneraient à des actions visant à diminuer les conséquences de la violence et à mieux assurer la sécurité des femmes et de leurs enfants. Donc, ça, c'était le grand objectif qu'on poursuivait. Suivant. Donc, ce projet de recherche et d'action, et on a toujours voulu faire la recherche va servir à éventuellement soit des actions de sensibilisation, de prévention, d'intervention ou de défense des droits. Mais ce qu'on voulait, c'était alimenter les projets d'action. Donc, on voulait analyser, comprendre dans une perspective féministe intersectionnelle les liens complexes qui se tissent entre trajectoire de vie, trajectoire de violence des femmes qui vivent en contexte de vulnérabilité. Les contextes de vulnérabilité, on les avait établis au départ comme étant à la fois des contextes justement de vie. On parlait de femmes en situation d'immigration, de femmes en situation d'itinérance, de femmes et boy, ça fait un petit bout de temps. Et on les définissait aussi par les différentes étapes de la vie. Donc, les violences dans les relations amoureuses à l'adolescence, les violences qui peuvent surgir ou se euh, euh, augmenter en période de maternité, jusqu'à les violences pour les personnes vieillissantes, les personnes en manque de capacité fonctionnelle. On avait aussi on a tout un volet dont on va parler un petit peu plus loin, qui était un volet femmes autochtones. Donc, on voulait vraiment axer non seulement sur les trajectoires de vie et les trajectoires de violence, qui étaient quand même relativement bien connues, bien qu'il reste toujours des choses à connaître, mais on voulait aussi axer sur les trajectoires de recherche d'aide et de recours aux services pour essayer de bien identifier où étaient les nœuds, où étaient les obstacles que pouvaient rencontrer les femmes et où étaient par ailleurs les facilitants dans leur recherche d'aide et de recours aux services afin de faire en sorte qu'elles puissent y avoir accès plus facilement et voilà. Donc, proposer des moyens concrets de parfaire l'offre de services qui leur était réservée. Quand on a fait la demande de financement, on avait plusieurs, bon, c'est les axes qu'on voulait traiter. Mais une des choses qu'on a fait, entre autres, c'est qu'on avait fait une promesse. C'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi, qui était de documenter le processus de recherche en partenariat. Parce que, bon, on se dit tout qu'on fait de la recherche en partenariat. Quand on part dans cette grande aventure-là, on y va un petit peu par essai et erreur, mais j'avais à cœur de dire, ben, on va examiner comment non seulement on va non seulement traiter de la problématique qui est celle des violences faites des violences conjugales et des femmes concernant les femmes et leurs enfants, mais on veut aussi documenter le processus de recherche en partenariat qui va supporter tous les travaux qu'on va faire dans ce cadre de recherche et d'action. Donc, pour pouvoir remplir cette promesse-là. Une des choses qu'on a fait, bon, Tragévie, c'était un très gros projet. C'est un gros projet qui, au départ, regroupait une quinzaine de chercheurs il y avait 12 partenaires terrain, en fait, qui étaient plutôt des regroupements. On est allé vers des regroupements. On avait à cœur de documenter à la fois les problématiques, les contextes de vulnérabilité, mais aussi de regarder non seulement ce qui se passe, mais on avait aussi une préoccupation de prendre en compte toutes les femmes à travers la province de Québec. Donc, en se tournant vers des regroupements, donc la Fédération des maisons d'hébergement, le regroupement des maisons d'hébergement, l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, la table de concertation en violence conjugale de Montréal, il y avait la table de concertation Québec Métro qui était là. On s'est tourné aussi vers l'INSPQ. Il y avait l'INSPQ qui était dans nos partenaires du départ. Qui on avait aussi, je veux pas, la table de concertation régionale en violence conjugale et agression à caractère sexuel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le fait de se tourner vers des regroupements, bien, ça nous ouvrait la porte à éventuellement avoir toute une
panoplie, un éventail de partenaires qui étaient ralliés à ces regroupements-là. Puis ça nous permettait aussi de couvrir l'ensemble de la province, qui était une préoccupation qu'on avait grandement. Donc, voilà. On a, puis Tragédie, donc, c'est découpé en cellules, je dirais. Donc, une cellule qui était vouée à justement s'intéresser aux trajectoires, qui elle-même, on va le voir, c'est scindé en deux volets. Donc, les trajectoires allochtones et les trajectoires autochtones de violence et éventuellement de recherche d'aide et de recours aux services. On a voulu tenir compte de ces particularités-là. Et on s'est doté d'une cellule documentation du partenariat Tragédie qui avait cet objectif spécifique de documenter le processus dans lequel on s'engageait. Donc, on fait partie de la cellule puis c'est une cellule là, qui a travaillé du tout début de Tragédie jusqu'à la fin de Tragédie. Donc, y ont participé les personnes que vous avez ici à l'écran. Là, je ne les nommerai pas toutes, mais ça a été justement les petites abeilles là, qui ont travaillé autour de cette documentation du partenariat à l'intérieur de Tragédie. Tragédie est basée sur une collecte de données qui s'est échelonnée, donc je le disais, du début du partenariat jusqu'à la fin du partenariat. C'est une collecte de données qui s'est faite à différents moments. Donc, on a tenu, entre autres, des entrevues individuelles semi-dirigées avec nos partenaires terrain, avec les chercheurs qui participaient au partenariat, avec les étudiants aussi éventuellement qui sont engagés dans nos travaux, pour les sonder sur comment ils se sentaient dans ce partenariat-là. Est-ce qu'ils se sentaient pleinement investis? Est-ce qu'ils se sentaient pleinement respectés? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire au fur et à mesure pour améliorer la marche, la marche de Tragédie? Il y a aussi, on a eu aussi des observations participantes qui se sont tenues pendant une période de 8 mois, quelqu'un qui a assisté à l'ensemble des réunions de travail de la cellule pour essayer de documenter comment ça se passait. Est-ce que tout le monde avait sa place? Est-ce que tout le monde prenait la parole? Est-ce que la parole de chacun était respectée? Comment on faisait pour inclure tout le monde, pour se donner éventuellement des pistes pour développer des outils pour faire en sorte que dans un partenariat, que notre partenariat soit le plus efficace possible. Et finalement, une analyse de réseau, et là, Anne-Marie serait mieux placée que moi pour en parler, mais à partir d'une grille, on a essayé de documenter aussi qui étaient nos partenaires du départ et après ça, quel type de liens ils entretenaient entre eux, quelle était la qualité des liens qu'ils entretenaient entre eux, puis comment cette configuration-là pouvait évoluer à travers le temps. Voilà, veux-tu en dire un petit peu plus, Anne-Marie, sur l'analyse de réseau? Ouais, ben, je peux dire deux mots. En fait, on s'était beaucoup centré sur l'évolution des liens à travers le temps, justement. Puis est-ce que les gens ont de plus en plus de liens de collaboration, par exemple? Puis on avait, sans entrer trop là, dans les technicalités de l'analyse de réseau, là, on avait utilisé beaucoup la notion de réciprocité. Fait que est-ce que les gens voyaient leurs liens comme étant, est-ce que les liens étaient perçus de manière réciproque de part et d'autre, là? Donc, est-ce que les gens avaient l'impression de collaborer ensemble? C'est ça. Puis c'était dans l'optique de voir est-ce que les relations sont, est-ce qu'il y a de plus en plus de collaborations? Puis est-ce que ces collaborations-là sont de plus en plus égalitaires, là, si on veut. Donc voilà. Parce que ça, c'est une préoccupation qu'on a eue tout au long des travaux de Tragédie, c'est-à-dire que c'était un partenariat qui se voulait paritaire, justement, entre la participation dans les instances, dans les différentes instances, comité de direction, comité de coordination, etc., comité d'encadrement. On avait toujours à cœur que les milieux de pratique soient autant représentés que les chercheurs et que ça soit vraiment là, une action commune là, qu'on élabore ensemble. Donc, les résultats des travaux des collectes de données ont été transmis aux membres de Tragédie au fur et à mesure de l'avancement du projet et ont fait aussi l'objet
d'un certain nombre de publications là, qu'on a listées à la fin de la présentation. La présentation, par ailleurs, pourra vous être envoyée, vous sera envoyée. Donc, on va déjà clarifier ça. L'idée de le transmettre, puis ça on le fait beaucoup là, dans l'ensemble de nos travaux qu'on mène, l'idée de transmettre les résultats au fur et à mesure, mais c'est évidemment dans l'optique d'une amélioration continue de notre partenariat et des travaux qu'on mène là, grâce à ce partenariat-là. Donc, pas arriver à la fin puis faire un bilan final puis dire ah ben oui, gardons, si on avait su ça avant puis si on avait pris telle action avant, ben peut-être qu'on aurait évolué beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus sainement puis beaucoup plus efficacement. Donc c'est ça qu'on cherche à faire en se remettant puis en faisant une analyse réflexive au fur et à mesure là, de nos travaux. Donc, ça donne lieu à un ultime extrait qui est le guide qu'on veut lancer aujourd'hui et qu'on a nommé, parce que c'est vraiment ça un petit peu l'optique dans lequel on l'a fait, c'est partir du bon pied pour réussir son partenariat, un partenariat qui allie université, mais je dirais de plus en plus milieu académique, parce qu'il y a de plus en plus de recherche aussi qui se fait en collaboration avec notamment les cégeps. Et aussi les instituts de recherche qui sont affiliés aux universités, donc alliant le milieu académique et le milieu de pratique, dans le but de faire des recherches qui vont donner lieu à des actions. Donc, c'est un guide qui est inspiré vous devez vous en douter, de l'expérience de Tragévie sur les violences faites aux filles et aux femmes. Donc, le guide présente 3 grandes sections. Donc, la première porte sur le processus partenarial en tant que tel, comment il se développe, comment on l'a conçu, puis comment on pense qu'il peut être conçu correctement. Quels sont les rôles? Parce que dans un partenariat de ce type-là, un partenariat vraiment d'envergure, mais même dans les petits partenariats, il y a des personnes qui tiennent des rôles clés. Puis on a voulu définir un petit peu quels étaient ces rôles des personnes impliquées et puis comment on pouvait, à travers l'ensemble de ces rôles, ben, arriver à une collaboration là, qui soit égalitaire, paritaire, etc. Et une troisième section où on présente des illustrations de cas, parce que Tragévie, comme c'était un partenariat vraiment d'envergure, a donné lieu à différentes recherches, différentes expériences, puis on a voulu, à travers ces expériences-là, qui nous servent aussi à définir notre modèle de processus partenarial, ben, vous donner un petit peu des différents cas, puis voir comment dans différents contextes ça peut se développer. Donc, une recherche action qui a été menée en milieu autochtone, qui avait pour objet de, encore là, en arriver éventuellement à un guide d'intervention auprès des femmes en milieu autochtone. Un partenariat efficace qui, cette fois-ci, devait conduire à soutenir un plaidoyer pour les maisons d'hébergement de deuxième étape. Et ce qui est tout nouveau pour nous, là, ce qui est plus nouveau pour nous, toute une équipe de recherche qui travaille aussi à mieux comprendre comment on peut intervenir auprès de l'entourage pour outiller l'entourage des femmes victimes de violences pour qu'ils puissent être partie prenante dans leur démarche de recherche d'aide et de recours aux services. Donc, on va en parler aussi brièvement. Et finalement, en annexe du guide ou dans une annexe, on fournit un modèle de plan de gouvernance. Évidemment, c'est un modèle, ce sont des lignes directrices, ça montre comment on peut inclure les différentes personnes dont on va parler, mais ça donne un support éventuellement pour bien partir du bon pied. Donc, le processus de recherche en partenariat, de quoi il est question? Donc, initialement, et là, je vous dis, là, je me remets en 2013, là, puis là, on a eu cette demande de subvention, puis là, on a nos 15 partenaires, puis on a nos 13 chercheurs, puis là, il faut prendre tout ce monde-là, là, puis on a un gros bateau, puis il faut lancer le bateau à l'eau, puis il faut que, ben, en se disant, au bout de 10 ans, il faut qu'on arrive à quelque chose de probant. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est fédérer l'ensemble de ces parties, de ces personnes autour d'un thème ou d'une idée
ou d'une idée, un ensemble d'actrices qui désirent s'investir. Donc, c'est important que les personnes qui vont s'impliquer dans le partenariat aient le désir d'y aller. C'est toujours très compliqué quand c'est, par exemple, puis on l'a vu là avec, parce qu'on avait on avait des partenaires communautaires, on a eu des partenaires institutionnels. Avec nos partenaires institutionnels, il y en a qui étaient directement concernés, impliqués, intéressés par la problématique et on a eu une collaboration absolument extraordinaire. Si c'est une délégation d'une personne pour représenter un organisme qui s'est affilié, mais qui n'est pas bon, une partie prenante tellement enthousiaste, ça peut mettre du sable dans l'engrenage. Donc, c'est bien important que à la fois les organismes qui vont s'investir, mais aussi les personnes qu'elles vont déléguer pour s'investir dans le projet soient vraiment là, enthousiastes à y aller. Il faut soulever l'enthousiasme et créer cette chimie. Déterminer ensemble les objectifs du projet. Donc, évidemment, il y avait le projet. Le projet, c'était de travailler sur les trajectoires de vie, de violence, de recherche d'aide et de recours au service des femmes victimes de violence. Mais à travers ça, ben oui, mais comment? Puis ce qu'on s'est donné comme façon de procéder, c'est d'y aller par petits projets. Donc, on a partagé, on a déterminé ensemble, c'était quoi les objectifs transversaux du projet. On a partagé quelles étaient nos problématiques, quelles étaient nos attentes par rapport au partenariat, quelles étaient nos réserves peut-être. On a appris aussi, il faut apprendre à écouter l'autre, à préciser puis ajuster nos attentes et nos buts. Et c'est important. La clé, je dirais, dans un partenariat réussi, c'est vraiment l'ouverture, mais aussi la capacité à exprimer au fur et à mesure nos attentes, nos inquiétudes, si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si on ne se sent pas investi, si on ne se sent pas si on sent que notre collaboration n'est pas reconnue à son juste titre, tout ce qui peut se passer dans le cadre du fonctionnement du partenariat, il faut le mettre sur table au fur et à mesure parce que c'est à partir de là, qu'on va pouvoir vraiment évoluer ensemble. C'est important dès le départ aussi de discuter des extrants qui sont souhaités. C'est sûr que nous, les profs d'université, puis encore plus, moi, je viens de l'Université de Montréal, fait que pendant longtemps, on a été targués d'être sur notre sommet de montagne, puis d'être des savants qui se parlaient entre savants. Là, bon, on n'est pas dans cette lignée-là. Hein? À quoi on veut, qu'est-ce qu'on veut que ça, à quoi on veut s'attendre? C'est sûr que ça reste parce que je ne vous le cache pas, là, moi, ma carrière professorale mais est basée sur le fait que je fais des articles scientifiques puis que je m'adresse à des scientifiques qui vont probablement pas me lire autant, mais qui vont éventuellement me juger puis vont juger mes productions de qualité. Mais ce dont j'ai à cœur, c'est de faire œuvre utile dans la société. Et ça, je dirais que c'est quelque chose que les grands organismes subventionnaires qui subventionnent les chercheurs reconnaissent de plus en plus et même exigent qu'on ait une portion non seulement de retombées scientifiques, mais aussi des retombées sociales. Donc, moi, j'ai mes enjeux comme chercheur, mais les milieux de pratique, ils ont leurs enjeux aussi. Puis là, bon, par exemple, on veut travailler sur, on voudrait travailler sur le contrôle coercitif, puis on veut qu'au bout du contrôle coercitif, on arrive avec un outil qui permette éventuellement à, par exemple, par exemple, aux acteurs judiciaires de reconnaître en quoi consiste le contrôle coercitif. OK, on va travailler là-dessus, puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis est-ce que ça va être des formations? Est-ce que ça va être un guide? Est-ce que ça va être... On va s'attendre... Donc, on va mettre sur la table à quoi on s'attend d'emblée. Donc, discuter des extrants qui sont souhaités et trouver du financement, évidemment. Donc, chercher ensemble les bailleurs de fonds à partir des sources auxquelles les membres ont respectivement accès. Donc, pour nous, les chercheurs, les grands organismes subventionnaires, mais quand on fait équipe avec les milieux de pratique, bien, ça nous ouvre sur tout un univers qui m'était assez inconnu, qui sont, par exemple, des organismes comme Conditions féminines Canada, comme les ministères, comme, bon, etc. Mais on ne présente pas les projets du tout de la même façon, donc il va falloir qu'on fasse des ajustements.
Euh, donc, convenir d'une entente, ce qu'on n'a pas fait, puis je le dis là, très, très honnêtement là, d'emblée, parce que c'était notre première expérience d'un partenariat d'aussi grande envergure, on l'a fait un peu plus tardivement dans le processus, mais convenir d'une entente partenariale puis d'un plan de gouvernance dès le départ. Donc, l'entente partenariale, ça vient officialiser les éléments qui vont être discutés avant le démarrage du projet, puis préciser les événements de planification nécessaires à la réalisation du projet. Donc, il faut convenir des personnes qui vont être impliquées, des mandats, rôles et responsabilités de chacune des personnes dans l'équipe, des attentes, des contraintes de part et d'autre. Et ça, c'est très important. Tu sais, nous, ben, on peut s'impliquer, mais moi, je peux dégager quelqu'un à raison d'une journée semaine. Ben, moi, comme chercheur, ben, je peux m'impliquer 2 jours semaine. Puis bon, comment on va travailler ça? Puis est-ce qu'on va engager des étudiants? Est-ce qu'on va former des intervenants éventuellement pour qu'ils puissent participer à la collecte de données? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dans ça? Quelles sont nos contraintes? Puis quelles sont nos attentes, nos contraintes? Préciser l'échéancier, puis préciser la façon dont on va utiliser les fonds. Donc, est-ce que ça va être pour dégager des membres, des partenaires terrain qui vont s'impliquer plus activement? Puis à ce moment-là, il faut que euh, l'organisation duquel ils sont dégagés ait les moyens de dégager cette personne-là. Est-ce qu'on va engager des étudiants? Si oui, quel type d'étudiants? Bon, etc. Donc, tout ça, c'est discuté au départ. Mettre en place des mécanismes de prévention, de résolution des conflits. Moi, je dis toujours, j'ai suivi un cours de droit dans ma vie au cégep, puis c'était un cours de droit civil. Puis une des choses dont on a parlé éventuellement, c'était les unions. Puis, parce qu'à l'époque, on se mariait, tu sais, mais j'ai retenu une chose de ce cours-là, c'est si tu penses te mettre en couple, ben définis les modalités de fonctionnement de ton couple dès le départ, définis les conditions, puis pense à si un jour je me sépare, comment ça va se passer. Donc, vaut mieux essayer d'envisager là où il pourrait y avoir du sable dans l'engrenage, puis mettre en place des mécanismes de prévention, de résolution des conflits dès le départ pour que si jamais, et on va espérer que tout se passe bien, puis que ça, mais si jamais il y a, il y a un malfonctionnement à un moment donné, ben, on soit capable rapidement d'adresser la situation puis de régler la situation. Donc, puisque le partenariat rassemble des personnes qui ont des expertises, des cadres de référence complémentaires plutôt que convergents, bien nécessairement, des désaccords sont à prévoir. Il est important que chaque personne impliquée puisse entendre les opinions des autres, afin que chacun ait une vision complète des enjeux soulevés dans et par la réalisation du projet. Et dans cette optique-là, tantôt, quand on va parler des rôles au sein du partenariat, bien, vous allez voir qu'il y a une personne clé qui est hyper importante pour nous permettre de justement mettre un petit peu d'huile dans l'engrenage. Bon, malgré tout, des conflits peuvent survenir, puis il est nécessaire de prendre action pour les gérer. Et les gérer au fur et à mesure, pas laisser la situation s'envenimer. Pour ça, ben, un des mécanismes dont on s'est doté, c'est de sonder les membres en continu, puis d'agir en fonction de leur expérience. Donc, notamment dans la collecte de données, quand je disais qu'on a fait de la collecte de données sur l'évolution du partenariat, ben, c'était un moment où les gens étaient appelés à dire, ben, je me sens plus ou moins bien dans le partenariat, je me sens plus ou moins bien impliqué. Il me semble que cette année, ça a été une belle expérience, puis voici où j'ai pu mettre à contribution mes forces. Puis, ben, à partir de là, on pouvait ajuster au fur et à mesure. Donc, ça, c'était une des façons de sonder nos membres pour détecter les problèmes qui sont latents de manière à prendre action au moment opportun pour redresser la situation puis permettre au projet de continuer d'évoluer à la satisfaction de tout et chacun. Donc, la collecte d'informations en continu permet de s'assurer que l'entente partenariale qu'on a définie au départ est respectée ou, dans le cas contraire, de trouver moyen de se réajuster. Donc, organiser les rencontres de manière à favoriser l'engagement. Ça aussi. Tu sais, un partenariat de longue durée comme puis on pourrait souhaiter là, que ça soit comme ça, puis on essaie de le perpétuer à travers une nouvelle structure dont je vais parler à la toute fin. Mais organiser les rencontres de manière à ce que ça puisse favoriser l'engagement. Donc, l'organisation de rencontres de travail dans un partenariat, ça va de soi. Mais lorsque le projet atteint une certaine envergure, il peut être nécessaire de porter une attention particulière à l'inclusion de chacune et au développement d'un esprit de corps entre toutes, mais aussi, bon, on va le voir peut-être dans l'autre. Peux-tu passer à l'autre, Anne-Marie?
Non. Mais il faut se doter, tu sais, de moments où on va se rassembler. Par exemple, dans Trajet Vie, ben, une fois par année, on avait la grande messe ou la réunion des membres. Fait que là, c'était l'occasion de dire, ben, de venir montrer tout ce qui s'était fait, tu sais, dans nos petites cellules respectives, tout ça, comment les travaux avançaient, là où on s'en allait, puis là où nos données convergeaient. Puis, donc, ça, c'était une activité qui était particulièrement mobilisatrice. On peut se doter aussi de mécanismes de communication. Une fois par mois, on s'envoie un petit bulletin pour dire, ben, voici où on en est. Voici, on va tenir, euh, on va faire une conférence midi. Voici notre conférence midi, mais est-ce que vous avez des messages que vous aimeriez passer, qu'on passe dans le cadre de cette conférence midi? Donc, favoriser l'engagement de tous dans ce partenariat-là, puis puis ça demande quand même pas mal d'énergie là, pour le tenir vivant tout au long du partenariat. Donc, il faut réfléchir aussi, développer et diffuser les produits de la recherche. Donc, lorsqu'il vient le temps de créer les produits de la recherche, il est attendu que chacune s'implique au meilleur de sa capacité et en fonction de ses disponibilités, de ses intérêts. Donc, ça aussi, je dirais, un élément clé du partenariat. Tout le monde ne peut pas s'impliquer avec la même énergie toujours, à tout moment du partenariat. Bon, il faut, qu'on fasse connaître nos disponibilités puis nos indisponibilités. Puis, ben moi, je suis intéressée à faire ça. Ou moi, si vous allez faire un vidéo, moi, je ne me vois pas. C'est pas dans ma palette de tu sais, je vais être contente de voir le résultat. Je pourrais éventuellement, au fur et à mesure, commenter le résultat, mais je ne veux pas m'impliquer dans la production, par exemple, des capsules ou d'une vidéo ou d'une publication scientifique, par exemple. Fait que là, on va sonder chacun pour dire, ben, qui veut, on a un produit à faire, qui veut s'impliquer, puis comment vous voulez vous impliquer. L'élément le plus important, ben, ce qui est surtout important, il faut trouver des moyens pour que les publications voient le jour. Donc, on est très content de notre petit guide. Je vous montrerai aussi à quoi a amené toute cette belle aventure. Ben, je vais déjà donner un scoop, mais je vous le montrerai tantôt. Hein, on a fini par un collectif d'auteurs de 22 chapitres. Je vous dis que celui-là, on l'a travaillé, puis il y a eu des délais, puis là, il fallait tirer sur le monde, puis il fallait le faire, mais on est tellement content quand c'est produit, puis que c'est déposé, puis que c'est fait, puis on est fiers de nos productions, mais il faut que ça voit le jour. C'est souvent sur la promesse de ces productions que les personnes s'engagent et donnent du temps au sein du partenariat. Donc, on a dit, ben, voici, on va faire telle chose, puis au bout, ça va nous donner 12 capsules de sensibilisation qu'on va envoyer. Mais les gens travaillent pour ça. Fait qu'il faut qu'on y arrive à ce résultat-là, parce que si on va de fois en fois, puis qu'on met on met des projets sur le métier, mais qu'à la fin, ça fait pout à chaque fois, ben là, les gens vont finir par se désengager. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead, puis qui mène ça, puis que nos productions voient le jour. Puis on est heureux ensuite. Donc, à partir d'ici, je vais céder la parole à Anne-Marie. Tu sais, je vous ai parlé tout au long qu'il y avait des personnes clés euh, à la fois pour participer au partenariat, puis lui donner vie, puis faire en sorte qu'il soit en santé. Donc, Anne-Marie va vous parler des rôles de chacun dans un partenariat, mais toujours se mettre dans l'esprit aussi ici qu'on parle d'un partenariat de recherche et d'action, donc qui mêle milieu académique et milieu de pratique. Donc voilà, on s'est dit en fait que ce serait aidant d'intégrer au guide qui fait quoi puis comment ils font dans un partenariat de recherche et d'action. Donc, on a distingué 6 rôles clés, donc les chercheurs, partenaires des milieux de pratique, expertes de vécu, étudiantes, agentes de liaison, coordonnatrices. De la manière qu'on a structuré ça pour chaque rôle, dans le fond, chaque section qui décrit un rôle, c'est qu'on a commencé par une description de ce rôle-là. Ensuite, on a dit qu'est-ce que les personnes qui occupent ce rôle doivent faire. Puis finalement, ben, qu'est-ce que les autres doivent faire avec ces personnes-là pour qu'ils puissent exercer leur rôle de manière efficace. Donc là, pour chaque rôle, je n'entre pas dans les détails. Puis dans tout ce que Marie-Marthe vient de présenter aussi, dans le guide, c'est vraiment plus détaillé. Là, pour chacune des étapes dont elle a parlé, par exemple, il y a plusieurs, il y a du texte, là, il y a des choses en point de forme. On va vous montrer un peu le tantôt de quoi ça a l'air, mais il y a beaucoup plus d'informations.
Donc, pour le rôle de chercheur, premièrement, bien évidemment, il y a plusieurs éléments communs avec les chercheurs qui font de la recherche plus traditionnelle, mais il y a des spécificités en contexte partenarial, principalement au niveau du partage, la prise de décision. C'est sûr que quelqu'un qui veut travailler, une chercheur qui voudrait travailler en partenariat avec des milieux de pratique, ben, faut qu'elle ait envie faut qu'elle soit ouverte à ne pas tout décider toute seule, dans le fond. Donc, il faut partager la prise de décision. Ça ne veut pas dire que chaque décision doit être prise collectivement, mais il faut discuter de qu'est-ce qui va être décidé par qui. Puis ce qui est ressorti aussi des collectes de données qu'on a fait, c'est qu'il y a certaines qualités qui sont particulièrement appréciées chez les chercheurs, donc l'enthousiasme, la curiosité, l'ouverture, l'humilité, puis la capacité à admettre ses erreurs et à reconnaître les rapports de pouvoir. Maintenant, au niveau des partenaires des milieux de pratique, ben, c'est sûr que leur préoccupation principale dans un partenariat de recherche, ça va être de s'assurer que la recherche ben, correspond aux enjeux et à la réalité observée sur le terrain. C'est ça, de vraiment apporter au projet la voix du terrain, puis la réalité sociale, dans le fond, à laquelle on souhaite contribuer. Au niveau de la participation, je pense que ce qui est à retenir peut-être, c'est qu'il n'y a pas pour les partenaires d'obligation à participer à une ou l'autre des étapes, mais si elles veulent participer à une ou l'autre des étapes, il devrait y avoir une ouverture à les inclure. Donc, elles peuvent, par exemple, contribuer à concevoir le devis de recherche, rédiger des demandes de subvention, construire des outils de collecte de données, recruter des participantes, produire, relire les analyses, puis participer au transfert de connaissances. Puis Marie-Marthe en a glissé un mot, mais c'est ça, il peut y avoir différentes périodes aussi, ça peut fluctuer l'implication. C'est sûr que s'il y a, je ne sais pas moi, un article à relire dans le mois d'avril, à la fin de l'année financière, bien, ça se peut qu'on doive s'attendre à ce qu'il y ait certains délais ou à ce que la personne ne puisse pas relire. Là. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Oui, maintenant. Ben, vas-y, je voulais juste. Ben, vas-y avec celui-là, puis je vais juste faire un petit mot après. OK. Ensuite, experts de vécu. En fait, à Tragévie, il y a un comité d'experts de vécu qui a été créé. Qu'est-ce que c'est des experts de vécu? Ben, c'est des personnes qui ont vécu la problématique dont on traite. Donc, dans le fond, dans le cadre de Tragévie, c'était toutes des femmes qui avaient vécu de la violence conjugale. Donc, quand elles peuvent et quand elles souhaitent être partie prenante d'un partenariat de recherche, leur place est vraiment très importante parce que c'est elles qui vont nous transmettre directement ben, leur réalité comme experte de cette expérience-là. Et puis, ce qui est intéressant, dans le fond, on a parlé à ces experts-là à la fin pour savoir qu'est-ce qu'ils retenaient du projet. Et puis, non seulement leur participation a été bénéfique pour le projet, mais ce qu'elles racontaient, c'est que ça a été bénéfique pour elles aussi. Fait que, ça a vraiment été quelque chose de positif de part et d'autre. Elle disait, par exemple, qu'elles avaient appris sur la recherche, sur les processus de recherche, puis qu'elles avaient développé aussi un sentiment d'appartenance. Donc, voilà, c'était positif pour elles comme pour le projet. Marie-Marthe, tu voulais... Je pense que ce que je voulais dire, c'est que pour que le projet soit satisfaisant de part et d'autre, le plus rapidement on va collaborer, le mieux ça va être. Donc, il y a différents cas de figure qui peuvent survenir, mais quand on pense recherche, nous, on souhaite que les recherches émanent ou les besoins de recherche émanent des milieux de pratique. Donc là, on dit, ben, il y a là, je prends toujours mon exemple, mais c'est parce que c'est dans l'air du temps là, pour l'instant, puis on travaille là-dessus, mais il y a une nouvelle réalité qui s'impose, qui n'est pas une nouvelle réalité, mais sur laquelle on voudrait pouvoir mettre l'accent, puis on voudrait avancer. C'est, par exemple, faire reconnaître le contrôle coercitif. Donc, on cherche des chercheurs qui seraient intéressés à travailler avec nous là-dessus. OK, bon, ben nous, hey, ça nous intéresse, puis là, vraiment, on veut travailler là-dessus. On va travailler ensemble. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire valoir? Puis nous, on va essayer de le mettre en forme en objectif de recherche, trouver des moyens d'aller chercher l'information. Mais en même temps, si on le fait ensemble, ben, on se donne toutes les chances que notre collaboration soit vraiment
enthousiasmante, puis intéressante, puis qu'on arrive chacun à trouver notre, notre part là-dedans. Donc, plus vite on va les impliquer. Donc, on n'est pas dans le modèle où moi, j'arrive comme chercheur, puis je dis, bon, ben voici, j'ai une recherche, puis j'aurais besoin de participants. Hein? Si on peut, oui, ça peut arriver, mais on aimerait ça que ça commence bien avant, puis que les gens aient participé ensemble à construire le devis de recherche, dire voici ce qu'on veut, puis voici ce qu'on veut que ça donne à la fin, voici les retombées qu'on attend de ça, puis ensemble, bien, on va mettre nos capacités propres, puis nos expertises propres pour monter le devis de recherche qui soit qui allume finalement autant les chercheurs que les milieux de pratique. Je reprends le flambeau. OK. Expert de vécu, étudiante, c'est ça. Donc, les étudiantes, elles peuvent être amenées à jouer différents rôles. Elles peuvent travailler en tant qu'auxiliaires, assistantes, coordonnatrices ou mener leurs propres travaux de recherche au sein des partenariats. Une chose à retenir, c'est que quelle que soit la nature de son rôle, l'étudiante, c'est pas une simple exécutante. Elle a le droit d'exprimer ses besoins, ses idées ou encore ses doutes concernant le projet partenarial dans lequel elle est impliquée. Elle ne doit pas non plus hésiter à solliciter de l'aide. Et puis, c'est ça. Dans le fond, dans le guide, on a indiqué aussi qu'est-ce qu'on doit faire auprès des étudiantes pour les aider parce que c'est bien beau, il faut qu'elle exprime ses besoins, mais il y a tout un contexte à mettre en place pour qu'elle soit à l'aise de le faire. Même chose pour les experts de vécu, même chose pour tout le monde, en fait. Donc, on a des responsabilités les unes à l'égard des autres. Le rôle d'agent de liaison, c'est un rôle vraiment central. Voilà, son mandat, c'est de favoriser un contexte favorable à une bonne communication et circulation des informations entre les membres. C'est une spécialiste du processus de recherche en partenariat. Et puis, sa posture, elle exige d'avoir de l'ouverture, de l'écoute, poser des questions afin d'accompagner le mieux possible toutes les personnes qui participent à la recherche partenariale. Dans le fond, une chose qu'on a observée, c'est que c'est bon que l'agente de liaison ait une posture le plus neutre possible, dans le fond, qu'elle soit, que ce soit pas, je sais pas moi, une personne de la recherche ou qu'elle ne soit pas campée dans un des secteurs là, impliqués en particulier. Puis ça prend quelqu'un avec qui les gens sont à l'aise de se confier. Dans le cadre de Trajet Vie, l'agent de liaison a eu vraiment un rôle clé. Là. Je veux dire, je pense que une grande partie de l'entreprise partenariale a reposé sur ses épaules. Elle participait à toutes les rencontres. Donc, il y avait plusieurs cellules. Si je disais qu'il y avait plusieurs cellules, elle participait aux rencontres de chaque cellule. Elle connaissait les membres intimement. Et c'est quelqu'un qui est capable qui est à l'écoute tant de ce qui se passe dans l'arrière-scène, dans les corridors, dans les bruits de corridor, puis qui était capable de prendre le téléphone et de dire écoute, j'ai le sentiment qu'à la dernière réunion, tu n'avais pas l'air d'être à l'aise. Est-ce que tu veux qu'on en discute? Bon, ben là, ça permet de dénouer les nœuds avant que la personne, ben, à un moment donné, elle ne se sent tellement pas à l'aise que soit elle finit par plus venir aux réunions, mais on ne sait pas trop pourquoi, ou elle décide carrément de dire ben, moi, je ne trouve plus ma place là, puis je m'en vais. Donc, on veut que ça. Fait que c'est la personne qui va toujours être là à se dire bon, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde se sent bien? Est-ce que quand on arrive, tout le monde est heureux? Ou est-ce que j'entends j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, puis ben, elle va prendre le taureau par les cornes, puis elle va appeler les personnes, ou elle va demander qu'on fasse une réunion, mais elle va prendre les moyens pour qu'on reparte sur les bonnes rails. Ensuite, le rôle de coordonnatrice, ça consiste fondamentalement à organiser le travail au sein de l'équipe de recherche. Dans le fond, c'est cette personne-là qui va avoir le regard global sur l'ensemble des étapes du projet, s'assurer que l'équipe parvienne à atteindre ses objectifs selon l'échéancier prévu. Puis, il y a, dans le fond, deux sortes. Dans un projet de l'envergure de Trajet Vie, il y a deux sortes de coordonnatrices. Donc, les coordonnatrices de projet qui sont centrées sur un projet en particulier puis qui mènent ce projet-là en ayant en tête l'échéancier, les étapes, etc., qui organisent vraiment le travail de ce projet-là. Puis, il y a aussi les coordonnatrices générales qui seraient plus, là, dans le fond, coordonnatrices dans l'exemple de Trajet Vie au complet. Donc, ils vont avoir un regard sur chaque
sur l'ensemble des projets, dans le fond, puis s'assurer que l'ensemble de ces projets-là là, avance. Et ici encore, évidemment, le rôle de la coordonnatrice est aussi un rôle clé parce que c'est celle aussi ça, c'est celle qui a le fouet. C'est celle qui dit, hey, là, il me semble qu'on était supposé être rendu là dans le projet. Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, on prend du retard. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, je prends l'exemple de notre collectif. Écoute, là, il nous manque des chapitres. Là, tu sais, faut relancer les auteurs, puis il faut leur dire. Puis si à un moment donné, qui va dire, ben, si ton chapitre n'est pas rentré à telle date, il ne sera pas dans le collectif. Fait que, tu sais, ça, c'est le rôle un petit peu plus ouf. Pas toujours bien reçu. De manière transversale, peu importe leur rôle, les membres d'un partenariat de recherche doivent posséder certaines qualités, en particulier l'écoute, être capable d'écouter la réalité des autres, la curiosité aussi pour ce que les autres ont à apporter, la volonté de développer des relations égalitaires, puis l'humilité de demander de l'aide ou des explications. Tu sais, dans le fond, on est un peu comme habitué d'être compétente dans la vie, mais tu sais, puis de connaître des choses et puis tout ça, mais tu sais, quand on arrive dans une recherche en partenariat, bon, en tout cas, je parle pour moi, là, mon expérience, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, puis il faut avoir l'humilité là, ben, de demander des explications parce que les personnes arrivent d'un milieu qui est différent du nôtre, puis c'est normal de ne pas tout connaître. La troisième section, puis là, je vais aller quand même assez vite parce que je vois le temps qui passe. On a voulu vraiment illustrer concrètement à quoi ça peut ressembler un projet de recherche partenariale réussi. Donc, comme disait Marie-Marthe tantôt, on a présenté 3 cas. Puis dans chacun de ces cas-là, ben, ce qui a été fait, c'est que c'est vraiment le processus de recherche qui a été décrit. C'est pas tant les résultats que justement là, le processus. Donc, le premier cas, c'est une expérience réussie en milieu autochtone qui a été rédigée par Marie-Catherine Gagnon-Dufresne. Donc, Marie-Catherine, elle a expliqué le processus de recherche partenariale au sein du projet mené dans la communauté Mi'kmaq de l'Estigouche en Gaspésie. Donc, je vous invite à lire ça, à lire l'expérience de Marie-Catherine. Le deuxième, c'est la présentation du processus partenarial dans lequel l'Alliance MH2 s'est associée à Tragévie pour monter un plaidoyer pour le développement de leurs ressources. Ça a été rédigé par Andrea Lagorce avec la participation de Gaëlle Fédida. Et puis, finalement, le troisième cas qui a été présenté, c'est le processus partenarial tel que vécu dans le projet Entourage mené avec l'Alliance MH2. Puis ça, ben, c'est moi qui l'ai rédigé. Et puis, finalement, on propose un modèle de plan de gouvernance à la toute fin du guide. C'est vraiment un modèle qui doit être adapté dans le sens où on a proposé des grandes sections avec des exemples de ce qui peut être mis dans chaque section, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être adapté à chaque projet. Donc, les sections qu'on propose, c'est la composition de l'équipe, les engagements de chacun des membres de l'équipe, de chacune des membres de l'équipe, comment est-ce que le financement va être utilisé, comment est-ce qu'on fait des demandes d'adhésion, certains éléments là, concernant le comité d'encadrement ou de coordination, puis comité étudiant.